Le monde du travail, qui est vraiment un microcosme, une espèce de mini-société en soi, ça occupe quand même la majeure partie de notre temps, pendant la majeure partie de notre vie. Vous écoutez À la source, un podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je suis Marie Liégeois, je travaille au service de communication de l'Université de Liège et dans cet épisode, je rencontre la chercheuse Ghislaine Rondeau. Bonjour Ghislaine Rondeau. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de gestion, titulaire d'un master en sociologie et en information et communication. Vous êtes chargée de recherche senior au Lantic, le laboratoire d'études sur les nouvelles formes de travail, l'innovation et le changement à HEC Liège. Imaginez-vous qu'un jour votre travail consisterait à décortiquer le monde du travail? Pas vraiment, puisque au départ, mon parcours de formation est un peu déjà pluridisciplinaire. Infocom, c'était plutôt pour aller travailler dans la publicité, puis je me suis vite rendu compte que c'était pas ma voie. Donc la sociologie, donc là on se rapproche de mon sujet, puisque c'était l'étude des sociétés, de l'être humain, etc. Et finalement, c'est au terme de ces études en sociologie qu'un de mes jurys de mémoire m'a recruté pour son centre de recherche, qui faisait partie à l'époque de la faculté d'économie, gestion et sciences sociales. Donc je n'y pensais pas du tout, je pensais plutôt aller travailler dans un service ressources humaines. Et naïvement peut-être, je pensais que la recherche, c'était pour les premiers de classe. Donc vraiment, les gens qui visaient le FNRS depuis le début, etc. Parce que l'image que j'avais de la recherche, d'ailleurs c'est l'image que beaucoup de gens ont encore, c'était tout le temps dans des bouquins, des choses très très théoriques, etc. Alors que ce qu'on fait au Lantic, finalement, c'est de la recherche appliquée, donc de la recherche intervention, de la recherche action. Et on est beaucoup sur le terrain, beaucoup dans les entreprises. Donc c'est beaucoup moins théorique et casse-pied, j'ai envie de dire, pour le dire poliment, que ce que j'imaginais. Je pense que ma curiosité, probablement, a pu, à un moment donné, être le point de basculement vers ce type de métier-là, et l'envie de découvrir toujours des nouveaux horizons, des nouvelles réalités, parce que j'adore voyager entre nous, donc voilà, même dans ma vie privée, ça se constate tous les jours, le fait de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles cuisines, des nouvelles personnes, etc. Donc oui, je pense que peut-être ça vient de là. Juste que c'est un métier que je ne connaissais tout simplement pas. Pour moi, le chercheur, c'était blouse blanche et éprouvette. Et donc, chercher dans le monde du travail, tel qu'est ma fonction aujourd'hui, je connaissais tout simplement pas ce métier-là. Et d'ailleurs, dans mon entourage, il arrive encore bien souvent qu'on me dise « Mais concrètement, tu fais quoi ?» Donc, ça reste un métier pas si connu que ça, quoi. Ce qui est vraiment passionnant dans le monde de la recherche, c'est que justement, c'est très diversifié et en termes d'activité. Donc, il y a des moments où on sera, oui, dans nos bouquins, parce qu'on a besoin de faire des revues de littérature, de se tenir au courant de l'état de l'art. Mais on va beaucoup aussi aller collecter des informations sur le terrain, soit au moyen d'enquête, soit au moyen de méthodologies plus qualitatives, comme des entretiens ou des focus group, etc. Et donc, d'une part, les méthodologies sont diversifiées, et d'autre part, les sujets aussi sont diversifiés. Et c'est probablement pour ça que je fais ce travail depuis 25 ans, c'est que il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent, il n'y a pas 2 années qui se ressemblent. Chaque nouveau projet, c'est une nouvelle façon d'apprendre, c'est presque un nouveau job. Donc, on continue à apprendre tout le temps, à faire des choses très, très variées. Ce qui me fait vibrer, c'est la richesse de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on observe, tout ce qu'on analyse. Donc, le fait qu'on n'a jamais terminé d'apprendre. Et donc, ça me fait vraiment vibrer. Finalement, c'est vrai que c'est l'humain qui est au centre de nos préoccupations, puisque que ce soit dans nos recherches ou dans nos interventions en entreprise, ce qu'on cherche évidemment, c'est que les personnes soient mieux, qu'elles fonctionnent mieux ensemble, et que cette partie-là de leur vie, notamment dans des situations de changement, puisque c'est l'objet principal sur lequel on travaille au Lantic, le changement, c'est inconfortable pour la plupart des gens, et on essaye de faire en sorte, que toutes les voix soient entendues dans le cadre d'un changement, que le changement qui est mis en place s'apparente à quelque chose de positif et que tout le monde y retrouve son compte, finalement, dans ce changement-là, tant l'employeur que les collaborateurs. L'idée, c'est que nous, on s'intéresse au changement de point de vue gestion. Donc, on n'est pas des psys, on ne vient pas voir les travailleurs en consultation. On vient plutôt voir ce qui change, soit dans l'organisation du travail, soit dans la gestion des ressources humaines. Donc, par exemple, une stratégie de gestion du capital humain, de développement des compétences, pour donner un exemple précis. Ça peut être aussi des changements en termes d'aménagement, mais
pas en tant qu'architecte, c'est plutôt qu'est-ce que les aménagements visent en termes de changement organisationnel. Par exemple, on va mettre des dispositifs NWO, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup pour le moment, New Ways of Working, où l'objectif, c'est de permettre davantage de transversalité, de collaboration entre des gens qui parfois ne se voient pas beaucoup, davantage travailler sur base du type d'activité qu'on fait pour être dans les meilleures conditions possibles. Et quelque chose comme le télétravail, qui en soi n'est pas un phénomène nouveau, revient évidemment beaucoup dans les préoccupations depuis la crise sanitaire, puisque on se rend compte de plus en plus que les frontières de l'entreprise sont tout à fait poreuses et qu'on peut travailler dans une certaine mesure d'où on veut, quand on veut. Et il faut quand même une certaine régulation de ça, un encadrement, pour pas que ce soit une flexibilité insoutenable pour les collaborateurs non plus. Donc, dans quelles conditions peut-on bien fonctionner en tant que collectif quand on n'est pas au même endroit, par exemple, et dans quelles conditions on peut continuer à travailler ensemble, à innover ensemble, lorsqu'on n'est pas forcément sur les mêmes sites. Ce qui est intéressant aussi dans ce boulot, c'est les voyages, puisque, on va peut-être un jour, on ira travailler en Wallonie, le lendemain, par exemple, j'ai travaillé pour le groupe Orange pendant plusieurs années, on a sillonné toute la France. Puis on part aussi à des colloques pour valoriser nos résultats, les présenter. C'est aussi l'occasion de rencontrer la communauté scientifique internationale, donc vraiment de s'ouvrir au monde. Le point de départ d'une recherche-intervention ou d'une recherche-action, c'est la demande. Donc la demande émane soit d'un DRH, soit parfois des syndicats, soit du management. Et ils nous sollicitent pour faire le point sur une question, pour résoudre un problème auquel ils font face. Et d'abord, la première chose, c'est qu'on essaye, nous, de contextualiser les choses. Parce que des fois, une demande en cache une autre. On a déjà eu, par exemple, des demandes de formation. On s'est rendu compte que le problème n'était pas du tout la formation, mais, par exemple, la relation managériale. Et donc, une fois qu'on arrive à un peu cerner la demande, on fait une proposition, parce qu'on travaille beaucoup en collaboration, pour ne pas dire en co-construction. Donc, on fait une proposition d'intervention, donc de démarche. Et les démarches qu'on fait ont pour spécificité d'être ce qu'on appelle polyphonique. Donc, ça veut dire qu'on va jamais se limiter à aller voir un groupe d'acteurs. On va vraiment essayer de diversifier nos sources d'informations. On va aller chercher, évidemment, toute la documentation que l'entreprise peut nous donner sur la problématique en question. Et puis, rencontrer différentes catégories d'acteurs, directement ou indirectement concernés par la question, pour avoir un peu les différents sons de cloche. Et une fois qu'on a fait un premier diagnostic, on présente ça, on le fait valider, et pas valider à nouveau que par la direction. On essaie vraiment que notre façon de comprendre le problème est bien la bonne et qu'elle est acceptée par l'organisation où on est. L'amplitude en termes de temps d'un projet de recherche-action peut s'arrêter au diagnostic, comme ça peut aller beaucoup plus loin. Donc selon la demande et le public cible, on s'adapte tout le temps. L'intelligence artificielle, c'est un objet qu'on a approché il y a quelques années dans le cadre d'une collaboration avec une multinationale. Et nous-mêmes, au début, donc on connaît la digitalisation, on connaît le monde du travail, mais l'intelligence artificielle en tant que telle, on a dû s'acculturer. Et on s'est rendu compte que finalement, entre ce qu'on entend dans la presse, ce qu'on voit dans la littérature grand public ou les présentations, ce qu'on voit même dans certains cas dans la littérature scientifique et le vrai monde du travail, veut dire la réalité, il y a quand même une marge. Il y a quand même encore beaucoup de choses où on a des craintes, ou au contraire des perspectives incroyables, qui sont encore un peu de l'ordre de la science-fiction, puisque finalement, dans les applications concrètes qu'on voit aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'automation, c'est de l'interaction aussi, ou de la collaboration, mais ce n'est pas pour le moment, on est loin de Terminator. On est très très loin de ça. Donc la composante humaine est encore très importante. On pourrait croire qu'avec les compétences digitales finalement qui vont jouer dans l'intelligence artificielle, mais non, on se rend compte que les compétences métiers, le fait de mettre les choses en contexte, de repérer quand la machine a un biais, ou de repérer quand des résultats sont vraiment trop atypiques, que pour refléter, si on doit prendre une décision par exemple, mais là on voit que la composante humaine et la composition des profils en termes de compétences métiers est encore tout à fait centrale. Et donc, on a comme ça toute une série de métiers cibles sur lesquels on est en train de réfléchir. Soit c'était le cas dans l'entreprise dont je vous parle, mais maintenant c'est le cas dans la recherche fédérale. Donc, on fait plus des études de cas, ce n'est pas de la résolution de questions en particulier, où on dit, mais qu'est-ce qui concrètement change ? Est-ce qu'on est dans quelque chose de disruptif ou plutôt une évolution
Comme il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années peut-être maintenant, le métier de secrétaire a évolué parce qu'avant, elle dactylographiait, maintenant chacun fait soi-même son courrier et l'envoie par mail. Donc, est-ce que c'est une évolution entre guillemets naturelle ou est-ce que vraiment on est dans la disruption? Pour le moment, on voit plus d'évolution que de disruption dans ces métiers-là. Et nous, notre réflexion derrière, c'est à nouveau en termes de compétences, comment est-ce qu'on peut anticiper ces évolutions pour faire en sorte que cette collaboration homme-machine soit la plus intéressante possible. Notre spécificité en tant que centre de recherche universitaire, c'est que l'un nourrit l'autre. Donc nos cours, nos recherches plus fondamentales, les lectures qu'on fait, etc., nous donnent des grilles d'analyse. On n'a pas une seule école, on est pluridisciplinaire et aussi, on jongle avec différentes grilles d'analyse. Donc ça vient nourrir à la fois nos pratiques de compréhension finalement des différentes réalités de terrain et en termes de méthodologie, pareil, on s'est varié. Et à l'inverse, tout ce qu'on fait sur les terrains, toutes les réalités qu'on voit, toutes les manières dont on a d'intervenir, etc., viennent nourrir nos cours parce qu'on travaille beaucoup sur base d'études de cas, on essaie d'illustrer de la façon la plus concrète possible pour nos étudiants, que ce soit des étudiants en exécutive ou des étudiants en cours du jour, sur base de choses qu'on a pu voir, observer, suivre, etc. Et justement, pas d'une expérience uniquement théorique. Donc, il y a vraiment une espèce de fertilisation croisée, comme ça, entre la recherche d'une part et ce qu'on appelle recherche-action d'autre part, où on est vraiment plongé les mains dans le cambouis, mais quand même avec un certain recul. On a aussi, en tant que chercheur, un rôle sociétal parce que on ne se limite pas à des cas isolés. On essaye autant que possible, de valoriser nos résultats pour que d'autres puissent en bénéficier. Alors, quand je dis d'autres, ça peut être la communauté scientifique, donc on fait avancer les connaissances ou l'illustration sur telle ou telle thématique, ou alors des échanges de bonnes pratiques entre entreprises ou entre pays qui permettent, à nouveau, de confronter des connaissances, des réalités et de voir quelle meilleure partie on peut en tirer. Merci beaucoup, Ghislaine Rondeau. Avec plaisir. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Pour plus d'informations sur le Lantic, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Retrouvez d'autres podcasts de la série sur le site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les plateformes habituelles. À bientôt!